qui traite de ces sujets-là d'une manière relativement large. Voilà. Donc, sans plus attendre, je transmets la parole à Mathieu Poirot. Et puis, merci, vous êtes embauché, hein, c'est bon pour la présentation du cabinet. Écoutez, bonsoir, merci donc de vous être rendu disponible pour cette conférence sur laquelle effectivement on va traiter de ce thème des risques psychosociaux. Alors on va regarder pas uniquement l'aspect risque psychosocial, mais au-delà, on va essayer de réfléchir ensemble à cette notion de qualité de vie au travail qui est aussi une thématique qui est en train d'émerger et le lien qu'on va pouvoir faire au niveau de la performance durable. Alors, quand je parle de performance durable, c'est important pour moi parce que dans mon parcours, je suis à la fois donc psychologue de formation, mais je suis également docteur en gestion. Donc, je suis une espèce d'hybride où à la fois quand j'interviens en entreprise, il y a la question du bien-être des personnes qui est importante, mais aussi la question de l'efficacité. Et quand on parle à un moment donné de risques psychosociaux, on parle aussi à un moment donné de performance durable. C'est-à-dire comment on arrive à trouver cet équilibre entre les deux qui est vraiment pas évident aujourd'hui à trouver. Vous avez des boîtes, sincèrement, quand on intervient dedans, la problématique principale, c'est que le bien-être, c'est fait au détriment de l'efficacité, hein. Et c'est ça qui devient problématique. Vous avez quand même des boîtes qui ont acheté la paix sociale pendant des années et qui se retrouvent à un moment donné acculées face à un mur parce qu'elles ont des problèmes d'efficacité. Et puis vous avez des boîtes qui sont dans l'autre virage extrême. C'est-à-dire que effectivement, il y a de l'efficacité, mais c'est quand même une vraie machine à mal-être à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on voit dans ces boîtes-là? C'est que, il y a des coûts cachés énormes qui minent de toute manière la rentabilité de ces entreprises. On va en reparler. Et puis deux, très rapidement, et c'est pas pour rien après on va être amené à intervenir, il va y avoir des problèmes de crise sociale qui vont se développer. Je ne crois pas qu'on puisse atteindre une performance dans la durée si on n'arrive pas à trouver cet équilibre. Et cette équation, ce besoin d'équilibre entre bien-être et efficacité, il sera de plus en plus important pour tout un tas d'enjeux. On va y réfléchir ensemble. Alors, effectivement, pour voir qu'est-ce que ma vie, entre guillemets, professionnelle, j'interviens sur 4 champs principalement. Y compris, ça peut être sur parfois de la clarification stratégique, beaucoup d'accompagnement d'équipes de direction, parce que il y a quand même beaucoup d'entreprises où le poisson est pourri par la tête. Hein, quand vous avez des difficultés au niveau des comités de direction, ça perd en termes de dysfonctionnement en dessous, et tout le monde essaie de compenser, mais si on règle pas cette problématique, ça va continuer. Beaucoup de coaching individuel et collectif, principalement maintenant quand même sur des dirigeants. On voit aussi qu'il y a un lien entre la psychologie des dirigeants et les dysfonctionnements ou les réussites d'une organisation, notamment par exemple dans les PME, c'est très 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 fort. Et puis après, des interventions classiques sur les risques psychosociaux, beaucoup de diagnostics, d'accompagnement, d'intervention aussi sur des situations de harcèlement, de difficultés relationnelles, des suicides. Je commence à intervenir aussi malheureusement sur des cas qui sont un peu plus extrêmes. J'ai pu avoir des situations de viol en entreprise, des situations de violence très fortes liées à des problèmes communautaires. Une des problématiques qu'on me soumet de plus en plus, c'est les problématiques religieuses au travail, avec des conflits qui vont parfois à l'affrontement physique. Et puis de la gestion de conflits et médiation, avec parfois des situations où on va faire de la médiation sociale entre, par exemple, la direction et les syndicats, parce qu'ils n'arrivent plus à communiquer, donc tout plan d'action va être bloqué. Voilà, donc je passe 80% de mon temps en entreprise, 20% du temps plutôt la partie enseignement-recherche, donc j'essaie de consacrer encore un peu de temps à l'écriture et puis à la transmission. Notamment, je forme des consultants ou des psychologues sur ces questions. Voilà, pour voir d'où je vais partir par rapport à cette conférence. Alors, on va partir tout de suite des définitions. Ça permettra d'avoir une vision un peu plus claire, parce qu'il y a beaucoup de mots autour de ces thématiques. Quand on parle de risques psychosociaux, de qualité de vie au travail, moi j'ai effectivement débuté, alors pas Midori, ça fait 5 ans, mais le métier il y a 13 ans, et on parlait principalement de stress. Le stress, je dirais que c'est la dimension subjective de la problématique. Il y a 3 choses à retenir sur la dimension du stress.
Premier élément qui est très important sur la dimension stress, c'est que il faut toujours partir, la métrique de ces questions-là, c'est toujours la subjectivité des gens. On ne peut pas comprendre ces mécanismes-là en faisant qu'une analyse de l'organisation ou une analyse du travail prescrit, vous voyez, ou un travail en chambre. Il faut aller interroger les gens. Pourquoi? Parce que le stress, ça dépend beaucoup de notre stock d'expérience dans la vie. Vous avez un jeune collaborateur qui débute dans l'industrie, il va pas avoir les mêmes réactions de stress que quelqu'un qui a déjà eu 2 ou 3 fois la même expérience professionnelle. Vous voyez, il y a une courbe d'apprentissage. Son stock d'expérience n'est pas le même. Si on reprend un autre exemple, vous êtes en train de vous promener ce week-end, il fait beau, normalement ça va être le cas. Enfin, on m'a dit à Saint-Étienne jamais, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'était des personnes du coin. Mais imaginons, donc vous êtes en train de vous promener, il y a un gros chien qui se rapproche de vous. Vous êtes tout seul, qu'est-ce que vous dites? Alors certains vont se dire il est mignon. Alors, imaginons que vous avez déjà été mordu par le même type de chien. Là généralement vous pensez pas, vous courez. Bon, imaginons qu'il vous rappelle le chien que vous aviez quand vous étiez tout petit, hein, que vous adoriez. Quelle va être la... Peut-être dans un deuxième temps il y aura d'autres émotions, mais ça va être quoi la première émotion qui va vous passer par la tête? Une espèce de nostalgie, une émotion un peu douce et amère, vous voyez. Suivant nos stocks d'expérience, c'est la même situation, mais on ne va pas réagir de la même manière. Bon, ça c'est le premier point. Si vous n'allez pas interroger les gens, si vous ne faites pas l'effort de comprendre, vous n'êtes pas capable d'identifier s'il y a du stress ou pas. Et malheureusement, on a quand même beaucoup d'entreprises dans lesquelles vous avez du management qui pense qu'en analysant simplement l'organisation, on va comprendre s'il y a du stress ou pas. On va penser les facteurs de stress à la place de l'autre. Ça, c'est le premier point qui est vraiment essentiel. Le deuxième point essentiel, c'est que ça va être mis en balance avec des ressources. Vous avez 2 ressources principales dans l'entreprise vis-à-vis du stress. C'est la confiance en soi qu'on a. Si j'ai de la confiance en moi, même si les situations sont un peu stressantes, finalement, je vais me dire que je vais y arriver. Et ça, ça dépend de votre histoire. Ça va dépendre aussi de la confiance que vous donnent les autres dans l'environnement de travail. Mais il y a un autre élément qui est assez essentiel et qui est malheureusement en train de disparaître dans beaucoup d'entreprises, c'est les collectifs de travail. C'est-à-dire, j'ai le sentiment de pouvoir m'appuyer sur mes collègues. Alors, on va prendre un exemple. Vous avez, donc, je reprends ce jeune manager, donc qui doit conduire une ligne, imaginons, dans une usine. Il arrive, c'est son premier poste. Situation A, il a une équipe avec un manager ou un dirigeant qui est quelque part va diviser pour mieux régner. Bon, ou qui est pas très clair dans ce qu'il attend en termes de rôle. Donc l'équipe, chacun est un petit peu sur la défensive. Donc comment ils accueillent ce nouveau manager? Ils le voient peut-être comme un ennemi ou en tout cas comme un rival. Donc quand il a des difficultés, est-ce qu'ils vont lui donner des infos? Non. Bon, il essaye de voir son chef aussi, mais son chef, il est jamais là, il est tout le temps en réunion. Il a la même charge de travail que dans la situation B, où là, il arrive dans une équipe qui est très soutenante, qui lui passe de l'info. Quand il a des difficultés, on essaie de réfléchir à plusieurs. Quand il a besoin de prendre une décision ou un moment de prioriser entre différentes options, son manager est là. C'est la même charge de travail, les mêmes contraintes. Qui est le plus stressé des deux? Le premier, enfin logiquement. Sinon, en psychologie, c'est dire il est un peu sado, quoi. Mais c'est un autre problème. Ça se peut. Voilà, ça c'est la dimension subjective, le stress. Il y a 2 messages principaux. C'est le stress, ça part toujours. La métrique de ces sujets-là, c'est la subjectivité des gens. Il faut essayer de les comprendre. Deuxième point, ça va pas dépendre uniquement des contraintes, ça va être en équilibre avec des ressources. Il y en a 2, c'est la confiance en soi. Très important, tout ce qui va préserver l'estime de soi, la confiance en soi, on y reviendra, et les collectifs de travail. Quelle est la difficulté? C'est que dans les entreprises matricielles, c'est des choses qui disparaissent. Et alors au niveau du middle management, où de toute manière on bouge tous les 2-3 ans, 5 ans maximum, c'est sûr que les équipes sont difficiles à constituer. Donc il y a quand même beaucoup
au-delà de ce côté facteur de stress, il y a aussi beaucoup les facteurs de protection qui ont tendance à disparaître dans les entreprises. Pendant à peu près une dizaine d'années, vous avez eu dans tous les pays européens un certain nombre de recherches qui sont intéressées à l'impact de l'environnement de travail, parce qu'il y a une dimension bien sûr individuelle liée au stock d'expérience, mais il y a aussi cette dimension de l'environnement de travail. Vous avez eu notamment un professeur anglais, parce que les risques psychosociaux, c'est pas français, parce que souvent, alors à l'international, quand vous avez des managers américains, par exemple, vous dites c'est encore un truc de français. Et là, vous leur dites, non, c'est le professeur Tom Cox, il est britannique, c'est pas nous, hein, faut aller voir les Britanniques. Donc, professeur Tom Cox, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un panel pendant des années où il a étudié l'impact que pouvait avoir l'environnement de travail sur des salariés qui géraient bien leur stress, n'avaient pas de problème psychologique, étaient tranquilles. Et en fait, de quoi il s'est rendu compte, c'est qu'au bout de 10 ans, s'il prenait les personnes qui étaient soit dans l'environnement stressant, soit dans l'environnement non stressant, il y avait 2 fois plus de troubles anxieux et dépressifs. Donc il y avait une surinfluence de l'environnement sur la santé psychologique des salariés. Et c'est là où il a proposé le terme de risques psychosociaux. Progressivement, il y a eu tout un tas de recherches qui ont été faites en Europe, ce qui fait que, avec cette prise de conscience, il y a eu des normes européennes qui ont été constituées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, les pays scandinaves ont légiféré sur le stress au travail depuis les années 75. Hein, donc nous, on a été un peu résistants. Il fallait avoir légiféré, enfin pas légiféré, mais il fallait avoir fait des pratiques, mis en place des accords dans la plupart des entreprises en 2005. En France, on n'en est à pas avoir complètement fini les accords, même par branche, sur ces sujets-là. Donc on est relativement en retard, même par rapport aux Italiens, aux Espagnols. Bon, en même temps, c'est-à-dire qu'il y a des lois qui sont partout en Europe sur ces questions-là. Quel est l'avantage de cette situation? C'est qu'on a appris, c'est-à-dire on n'a pas besoin finalement de faire beaucoup de R&D, on a besoin de copier sur ce qui se fait ailleurs. Il y a beaucoup de bonnes pratiques qui sont développées partout dans le monde, et un des constats, c'est que quand on a des démarches quand même proactives sur ces sujets-là, la situation s'améliore. Parce que souvent on peut, quand on aborde ces questions-là, se dire que ça ne s'améliore jamais, si, c'est prouvé dans tous les environnements, dans beaucoup de contextes culturels, si on intervient correctement par rapport à ces sujets-là, on améliore la situation. On va y revenir. Donc on a abordé justement cette question de la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail, c'est plutôt le concept américain. Pourquoi on a parlé très rapidement de qualité de vie au travail dans les boîtes américaines? Parce que tout simplement, quand eux, ils ont des problèmes de burn-out, de stress, c'est des mutuelles et des assurances qui payent, privées. Donc très rapidement, dans les années 90-2000, elles ont obligé leurs entreprises à avoir des démarches plus proactives avec un système de bonus-malus, parce que effectivement, ça minait leur rentabilité. Et donc, quand ils ont vu qu'il y avait une montée en puissance des problématiques de stress, ils ont obligé les entreprises à avoir des démarches beaucoup plus pragmatiques, stratégiques par rapport à ces questions. Donc, quand on aborde la question de la qualité de vie au travail, on aborde vraiment tout ce qui est intention de la direction pour améliorer le vécu des salariés et leur santé. Et là, c'est vraiment intéressant parce que les mutuelles américaines, quand elles demandent aux boîtes de faire des efforts là-dessus, elles évaluent l'impact réel que ça a eu. Et cet impact, il est évalué depuis très longtemps. Il y a eu, par exemple, aux États-Unis, ils ont dépensé quasiment 1 milliard dans la recherche sur ces questions-là. Donc, vraiment, ils ont fait... quand vous allez dans les colloques américains et que vous revenez en Europe, ça fait bizarre. Non, vraiment, il y a eu une recherche très abondante, très puissante de ces questions-là. Le constat, c'est que quand on met en place ce type de démarche, ça diminue le niveau de stress des salariés. Donc, on peut avoir des démarches proactives qui fonctionnent. Ça, c'est clair. Après, il faut savoir qu'est-ce que ça améliore, qu'est-ce que ça diminue. Et là est arrivé le concept de santé psychologique. Alors, les psys, pendant des années, la seule chose qui nous intéressait, c'est qu'est-ce qui fait que les gens vont mal. En même temps, c'était nos clients. Il y a un cabinet, c'est des gens qui vont plutôt mal qui viennent. Et puis, bizarrement, dans les années 2000, il y a un ou deux psys qui se sont dit tac, tac, ça serait bien quand même de se poser la question, qu'est-ce qui fait que les gens vont bien? C'était timide au début. Alors les autres, ses collègues lui ont dit arrête, tu vas casser le business.
on a commencé à regarder un peu plus profondément et en faisant notamment beaucoup de recherches avec les neurosciences, parce que maintenant on peut vraiment bien correctement lire dans le cerveau, on a découvert que la santé psychologique, c'était vraiment lié à un équilibre très quotidien, beaucoup plus que ce qu'on pensait, entre les émotions positives et les émotions négatives. C'est-à-dire qu'au quotidien, on a besoin de cette petite dose dans laquelle on va ressentir beaucoup plus d'émotions positives que négatives. Ça peut paraître du bon sens, mais pendant des années, la vision qu'on avait sur le bien-être, c'était plutôt un trait, c'est-à-dire il y avait des gens qui étaient faits pour être heureux, des gens qui étaient faits pour être malheureux, quoi. En gros, suivant la loterie, on avait le choix entre ces deux options. Alors que là, on voit bien qu'effectivement, c'est très lié à du quotidien. Alors après, la deuxième question qu'on s'est posée, c'est dans quoi on se fait le plus plaisir ? Dans quoi on se fait le moins plaisir? Donc on a interrogé des millions de personnes, un peu au hasard dans la journée, pour essayer de découvrir quand est-ce qu'ils se faisaient le plus plaisir. Alors généralement, les hommes et les femmes ont une réponse un peu différente là-dessus. Les hommes ont pensé que c'était quel moment ils se faisaient le plus plaisir. Non, alors c'est pas les matchs de foot. Bon, vous avez, je pense, trouvé la réponse. Je vais pas la donner. Alors, les femmes ont dit, c'est quand elles font un bon déjeuner. C'est, bon, en moyenne, voilà, ça c'est dit. Sans rancune. Il y a plus d'hommes ou de femmes là, ça. En fait, la réalité, c'est que si on vous demande de manière spontanée, c'est ce que vous avez pensé, et en fait, si on regarde de manière vraiment monitoriste, c'est-à-dire on vous pose la question au hasard, l'activité qui nous apporte le plus de plaisir, c'est le travail. C'est un peu décevant, hein. Le truc. Oui, c'est le travail. C'est-à-dire 60% de notre stock d'émotions positives qu'on a au quotidien, il est lié au travail. Alors vous allez me dire, c'est parce qu'on passe plus de temps au travail qu'ailleurs. Maintenant, c'est faux. Si vous regardez sur l'année, c'est à peu près équilibré entre les temps de repos, les temps personnels et les temps professionnels. Pourquoi est-ce qu'on se fait le plus plaisir au travail? Parce qu'on est utile, parce qu'on a une activité créatrice. Quand est-ce qu'on se fait le plus chier, entre guillemets, dans ces études? Alors, vous allez me dire où pensent les hommes, mais eh ben, quand on regarde la télé, si vous regardez la télé, il y a beaucoup de chances que vous ayez des idées noires, parce qu'en fait, comme vous êtes en position passive, vous allez être dans la rumination. Il faut une activité active, créatrice, pour ne pas être dans la rumination au niveau du mécanisme cérébral. Et donc, le travail nous apporte quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire ce qu'on appelle des activités de flow, ou de flux, si vous voulez, en français. C'est-à-dire des moments dans lesquels on se sent à la fois compétent et à la fois on a un minimum de défis. Alors, c'est quoi la conséquence qu'on peut apporter à ce savoir? C'est que, le travail, c'est plus fun que ce qu'on pense. C'est quand même une bonne nouvelle. 2, ça veut dire que quand ça se passe mal au boulot, c'est pas bon, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres trépieds sur lesquels vous pouvez vous appuyer, vous voyez. C'est-à-dire que le travail est un besoin psychologique. Il a une fonction psychologique essentielle à notre équilibre de manière générale. C'est pas, en plus je suis content que mon travail ça se passe bien, c'est essentiel que ça se passe bien dans son travail pour une bonne santé psychologique. Ça veut dire que quand dans un environnement on dégrade la santé psychologique des gens, de toute manière on les rend malades de manière générale. Quand on fait en sorte qu'ils soient bien, on leur donne de l'énergie, de l'élan vital de manière générale. Ça va, c'est clair sur ces points-là? Donc du coup, on voit un premier enjeu. Il y a vraiment un enjeu très très fort à favoriser de la qualité de vie au travail dans les entreprises. Quels sont les différents enjeux? Alors, on l'a abordé. Il y a un enjeu très fort à préserver la santé. Effectivement, aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près 25% des salariés qui ont des problèmes de stress au travail importants. Donc on est quand même sur des chiffres absolument énormes. Il faut savoir que la France n'est pas le plus stressé du monde. Bon, ça, souvent on nous le dit. Quand on fait des classements au niveau international, on est 50e en termes de stress, de manière globale.
Alors le premier, la zone de stress la plus forte, vraiment la plus, c'est l'Asie du Sud-Est. Par exemple, j'étais aux dernières conférences internationales sur le stress. Vous avez des collègues, par exemple de Hong Kong, qui vous disent qu'à Hong Kong, vous avez maintenant, je crois que c'est 45% des salariés qui n'ont plus d'horaire de travail du tout, travaillent tout le temps. Donc on est sur vous avez des gens qui peuvent, vous savez, le fameux karashi au Japon, en fait, vous le retrouvez en Chine, vous le retrouvez partout. C'est-à-dire des jeunes qui ont 30 ans, qui sont tellement épuisés par le travail, qui meurent sur le lieu de travail par rupture d'anévrisme ou crise cardiaque. Mais en fait, c'est une rupture de fatigue. Vous avez même des gens qui meurent parce qu'ils se soignent pas d'un rhume. Vous voyez, et puis ils continuent. Donc on en est à des choses. L'épicentre est vraiment là-bas, et ça pose vraiment d'ailleurs des grosses difficultés en termes de conservation des ressources humaines. Mais on a quand même cette problématique qui s'est développée de manière générale également en Europe. Vous l'avez tous ressenti. Le deuxième, c'est favoriser l'engagement au travail. C'est un paradoxe pour les boîtes actuelles. On n'a jamais eu autant besoin de l'engagement des gens parce qu'on est en train de passer au monde du service. Le service, ça repose sur l'engagement psychologique. On est à 20% d'engagement dans les boîtes, de manière générale, en Occident. C'est-à-dire que vous n'avez plus que 20% des salariés qui sont pleinement engagés au travail. C'est l'Institut Gallup américain qui fait ces études-là depuis la Seconde Guerre mondiale, hein, donc il a quand même un panel de référence où il suit. La courbe, elle fait comme ça depuis les années 2000. Et ça s'est accéléré avec la crise. C'est un véritable paradoxe aujourd'hui. On va le voir. C'est pour ça que on est au cœur de la problématique pour les boîtes. Elles doivent favoriser l'engagement des salariés parce que ça repose en interne ou en externe avec les clients là-dessus, leur business model. Et nous, on observe des boîtes qui sont des machines à désengager. On verra, parce que souvent, la problématique principale, c'est qu'en fait, on utilise des outils du XXe siècle pour gérer des problématiques du XXIe. C'est un peu l'une des problématiques. Voire même, vous avez certains dirigeants qui utilisent des outils du XIXe. Mais enfin, ça faut... Alors, l'autre point, c'est favoriser l'adaptation stratégique de l'entreprise. Quand les gens sont pas bien, sont anxieux, sont déprimés, c'est pas le jour où ils ont envie de s'adapter et de changer. Donc, quand on ne favorise pas une certaine qualité de vie au travail, on favorise de la résistance naturelle. Parce que une des choses qu'on entend le plus en plus chez les dirigeants, c'est « mes salariés résistent au changement ». Et on va faire un petit test, ok ? Je vais lever la main. Je suis magicien, ok ? Ce dernier mois là, qui était, je l'espère pour vous, parfait, je vais faire en sorte que vous puissiez le revivre de manière éternelle. Alors, ça exclut tous les gens qui ont eu un mois vraiment difficile, bien entendu. Je vous le souhaite pas, mais on va dire que vous avez eu un mois moyen, voilà, qui est pas si mal que ça. Mais voilà, vous ne mourrez pas, vous allez vivre éternellement. Qui accepte ? Et vous revivez tout le temps le même mois. Hein. Et c'est un peu angoissant de se dire ça. On n'aime pas ne pas changer. On est fait pour changer. Qu'est-ce qui fait que les gens arrêtent de changer ? Au bout d'un moment, c'est le coup d'adaptation. C'est ça la problématique. Quand vous fatiguez émotionnellement les gens, ils sont plus capables de changer. Et ils résistent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont fatigués, tout simplement. Alors soit parce qu'on a cassé leur capacité d'adaptation parce qu'on les faisait pas assez changer, mais soit parce qu'on les fait trop changer, ou parce que l'environnement de toute manière casse cette capacité d'adaptation. Donc il y a un véritable enjeu également stratégique dans ces questions-là à maintenir cette santé psychologique. L'autre point, c'est attirer et retenir des talents. Bon, comme je pense un certain nombre d'entre vous le vivent, il y a une vraie difficulté, et c'est très bien qu'il y ait ce type d'école. On a des difficultés dans tous les pays européens, malgré le chômage, à attirer un certain nombre de talents et à les conserver. Le contrat psychologique des nouvelles générations, il faut être clair, c'est qualité de vie au travail versus engagement. De toute manière, c'est mieux que nouvelle génération ait ce contrat-là, psychologique, puisque c'est le seul qui tient la route. Hein ? On ne peut pas promettre un emploi à vie, on ne peut pas promettre de la flexibilité, on peut promettre... Tu viens chez moi, tu auras du fun, un minimum.
tu auras au moins le fait que je vais pas casser ta santé parce que je sais que tu vas bosser très 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 longtemps. Donc, tu as intérêt à le préserver ton capital santé. Ça va, c'est clair? Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit de plus en plus des boîtes qui sont attirantes, mais qui n'arrivent pas à garder les talents. Qui ont des gens qui ont la pêche. Et puis alors, au final, qu'est-ce que gardent les entreprises? Ceux qui ne peuvent pas changer. Et après, vous réinjectez un talent dans une équipe de 10 comme ça. Alors, soit il se transforme, soit il se barre. C'est un cercle vicieux, hein. Les boîtes qui attirent pas des talents sur une longue durée, bah, au bout d'un moment, on le paye parce que il y en a plus dans la boîte, quoi. Donc, le moteur, il est un peu difficile. Il faut pas que des superstars, hein. Je suis pas en train de vous dire ça, hein. Mais c'est sûr que si vous avez que des low performers, ça devient difficile. Et aujourd'hui, c'est un vrai constat. Quand les boîtes démotivent des gens qui ont la pêche, et encore une fois, plus les générations approchent, plus elles sont sensibles à ce type d'environnement. Ça fait des années que j'interviens, par exemple, en coaching à HEC Entrepreneur. Il y a encore quelques années, à HEC Entrepreneur, ils voulaient tous faire une start-up type, je sais pas moi, j'ai créé Facebook ou un truc comme ça, je deviens archi-milliardaire, je suis capable de racheter la moitié de la planète. Et puis maintenant, ils veulent faire de l'entrepreneuriat social. C'est les parents qui pleurent parce que c'est eux qui vont devoir rembourser. C'est pas les mêmes ambitions. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ouais, vous en avez comme ça. C'est pas les mêmes valeurs. Les valeurs sont en train de changer. Voilà. C'est clairement d'une génération à l'autre, on voit que je pense d'ailleurs c'est le cas aussi chez les ingénieurs. La question de la qualité de vie au travail, la question du développement durable, la question de la responsabilité sociale. Voilà, c'est important. La question aussi du sens, la question de l'autorité aussi. Faut bien se rendre compte qu'on a quand même des enfants qui rentrent en entreprise. C'est la première fois qu'ils sont soumis à de l'autorité aussi. En Île-de-France, vous avez une famille sur 4 qui est monoparentale, qui est gérée par des femmes, qui jouent les deux rôles. Et parfois, qui, dans toute leur scolarité, n'ont eu que des femmes. Et puis, hop, vous arrivez en entreprise, vous avez le manager homme, bien bourrin, ça fait un choc, quoi. Il y a un rapport à l'autorité qui a complètement changé dans la société. Clairement, le rapport autoritaire, un peu cassant, c'est plus quelque chose qui est perçu comme légitime et normal. Bon, alors dans le milieu industriel, là-dessus, il commence à y avoir des vrais gaps entre la nouvelle génération et l'ancienne génération. On a quand même de plus en plus des conflits à gérer parce qu'ils se comprennent pas. L'autre point, c'est protéger la réputation de l'entreprise. Alors vous voyez, quand on présente mes clients, l'image que ça peut avoir. Alors je vous présente Orange. Il est intervenu chez Orange. Ils font des trucs bien aussi, je vous rassure, ça va quand même mieux. Mais vous voyez l'impact global et à long terme que ça peut avoir quand on ne maîtrise pas ce type de sujet dans une entreprise. Encore une fois, parce que ça renvoie à une obligation sociétale. Ce n'est plus normal, vous voyez, qu'il y ait des personnes qui puissent être en mal-être en lien avec le travail. Un des points sur lequel vraiment je vous alerte, c'est sur le fait que même quand ça va bien, en tout cas vous pensez que ça va bien, dans votre entreprise, le fait de ne pas avoir de démarche proactive, le jour où il y a le moins de problèmes, vous n'avez rien sur lequel vous appuyer en termes de gestion de crise, en termes de communication de crise. Je vais vous donner un exemple concret que j'ai régulièrement, malheureusement. Vous avez, imaginons, donc une entreprise dans laquelle ça va globalement bien, il y a quand même une petite partie un peu de réfractaires, et malheureusement, pour tout un tas de raisons, parce que notamment quand j'ai une usine, il y a un taux de suicide qui est plus important parce que c'est sociétal, vous avez un des collaborateurs qui se suicide. On ne sait pas très bien les causes, mais très rapidement, vous avez le journal local qui vient parce qu'une partie des réfractaires l'a informé que, bien entendu, la cause, c'était l'entreprise. Sur ces sujets, c'est toujours très très compliqué. Manque de peau, l'entreprise n'a jamais rien fait là-dessus. Comment elle répond que c'est pas elle le méchant? Elle n'a aucun élément sur lequel s'appuyer.
Oui, donc elle peut dire, mais vous savez, l'ambiance est bonne et autres, mais il n'y aura pas d'élément proactif de communication par rapport à ces situations. Et malheureusement, on est obligé d'anticiper cette dimension de la communication également. L'autre point, c'est limiter normalement, vous serez plus déprimé à la sortie. Hein, je vous préviens juste. Non, trop de psychologie positive, on n'a plus personne dans le cabinet, là, c'est inadmissible. Alors, donc, l'autre point, c'est limiter la juridisation, voilà, de la vie d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout passe par du juridique. Quand on a des conflits, plutôt que de dire « je m'entends plus avec un tel », on va dire « il y a du harcèlement ». On va être tout de suite sur un terrain juridique. On se sépare, plutôt que de se dire « on se sépare », on va dire « combien tu me donnes ?» Vous voyez, on va être sur du juridique. Vraiment, vous avez une tendance très très forte à du juridique. C'est évident, on l'observe toujours sur le terrain, quand il y a des problèmes de qualité de vie au travail. Et je vais vous donner un secret, même si vous payez très très bien les collaborateurs et qu'il y a beaucoup de pognon dans l'entreprise, ça suffit pas de régler les problèmes avec des chèques. Et c'est clair que par contre, s'il y a des problèmes de qualité de vie au travail, on va avoir en permanence des contentieux, des enquêtes harcèlement, des trucs comme ça. Les RH ne font plus que ça. Hein. J'ai des boîtes qui littéralement ont des très bons chiffres d'affaires, beaucoup d'argent, des salaires très élevés, et où la fonction RH dit « mais je ne comprends pas, je passe ma vie à régler des problèmes juridiques ». C'est sûr, le manager passe devant ses collaborateurs, leur dit même pas bonjour. Ils peuvent être bien payés, mais à un moment donné, il va y avoir un problème relationnel. Hein. Le problème de l'argent, c'est qu'en fait, on le perçoit au début, puis après, on le perçoit plus qu'on est bien payé. Je sais pas si vous avez remarqué, on perçoit surtout ce qu'on voudrait avoir en plus. C'est un peu en psychologie, on appelle ça l'habituation hédonique. C'est-à-dire que quand on est très content au début, puis très, très rapidement, comme on n'est plus en contraste, on le perçoit plus en fait, et puis on se compare aux autres. Et généralement, on se compare aux autres un petit peu au-dessus, quoi. Alors, on se compare pas aux autres en dessous. On va se dire, mais ouais, non, mais t'as vu le chef, il a une plus belle voiture. Voilà. Donc, tout l'aspect argent ne règle jamais les problèmes de qualité de vie au travail dans les entreprises. Par contre, c'est clair que quand il y a des difficultés là-dessus, on le voit très vite en termes de problèmes juridiques et contentieux. Et puis le dernier point, je l'ai évoqué, éviter les crises sociales, notamment un mécanisme qui souvent n'est pas perçu dans les boîtes. Quand vous avez ces problèmes de qualité de vie au travail, les gens vont avoir de la colère. Cette colère, la plupart du temps, va devenir une espèce de colère sociale, partagée socialement. Mais comme ça devient un phénomène de groupe, elle n'est pas tellement pensée, et là, vous risquez d'avoir dans une entreprise ce qu'on appelle une dynamique paranoïaque de groupe. C'est-à-dire que vous avez le groupe qui commence à chercher un bouc émissaire pour expliquer le fait qu'il souffre. Alors souvent, le bouc émissaire, c'est qui? Le chef. Alors, soit vous avez du bol, il y a des boucs émissaires internes, c'est-à-dire qu'ils en sacrifient un de temps en temps dans l'équipe, avec tous les ce que ça comporte. Mais quand il n'y en a plus, il faut bien se retourner vers quelqu'un. Si en plus vous avez un leader implicite dans le groupe qui a envie de prendre le pouvoir ou qui a envie de vous embêter parce que je sais pas pourquoi, dans sa vie, son papa était pas gentil, donc il vous embête, c'est bon, hein. Vous allez avoir cette dynamique qui va être amplifiée, et c'est un phénomène de groupe par essence, les gens se déresponsabilisent, ne pensent pas. Hein. Donc quand on ne favorise pas la qualité de vie au travail, l'impact que nous on observe, c'est ces dynamiques paranoïaques de groupe qu'on va devoir gérer par la suite et qui sont très très compliquées à régler. Vous en avez d'ailleurs qui deviennent structurelles. Pour info, je l'ai souvent eu dans les écoles. Les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, tout ça. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des historiques avec des dettes de reconnaissance. Donc à chaque nouveau chef, il y a cette dynamique qui s'installe et à chaque fois ils se font virer. Donc c'est des choses qui peuvent devenir un peu structurelles par la suite. C'est l'une des difficultés. Ça va, c'est clair sur les enjeux. Donc quand je vous dis ça, c'est pas on parle pas des problèmes de risques psychosociaux, de qualité de vie au travail en disant c'est le truc en plus quand on a le temps. Non, ça ne fonctionne pas une boîte si on n'est pas
professionnel sur cette dimension, si on n'est pas sérieux sur cette dimension. Moi, je dis souvent, un manager qui s'intéresse pas aux hommes, à comment ils vivent les choses, c'est pas un manager, c'est quelqu'un qui s'est trompé de carrière. C'est peut-être un super expert, mais c'est pas un manager. Comme on dit à Paris, la dernière fois je discutais avec un taxi, je lui disais mais vous en avez pas marre des embouteillages? Il me dit si vous supportez pas les embouteillages, faut pas être taxi. Et là, je dis souvent aux managers, si vous supportez pas les hommes, faut pas être manager. Parce que c'est au cœur, c'est central.